Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Nous, on les appelle les 4D Talks. Donc les 4D Talks, c'est une série de webinaires qu'on avait lancée pendant le confinement. Et c'est une série de webinaires qui laisse la parole aux utilisateurs Mojo. Donc ce soir, ça va être le docteur Cyril Gaillard qui va nous présenter un cas clinique. Donc docteur Cyril Gaillard, pour le présenter rapidement, côté Mojo, il est utilisateur depuis octobre 2019. Depuis 2020, il a inclus l'utilisation de son dispositif dans ses formations au Gap Center. Et donc, chez nous, on appelle ces formateurs les Mojo Mentors. Donc, en tant que Mojo Mentor, Dr. Cyril Gaillard forme aussi à l'utilisation du dispositif. J'aime bien le rappeler parce que pour nous, c'est important et parce que tout le monde ne le sait pas, les Mojo Mentors ne sont pas rémunérés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'ils ont la liberté de parole, on ne va pas checker ce qu'ils disent, on ne va pas leur imposer un discours. Donc, comme vous, moi, j'ai hâte de découvrir la conférence de ce soir. Donc, la parole est à toi, Cyril. Et voilà. Merci Zulfi. Bonsoir tout le monde. Merci Zulfi de l'organisation, Céline aussi derrière. Merci à toutes les deux pour l'organisation. Bonsoir à tous les participants. Comme l'a dit Zulfi, je suis utilisateur du Mojo depuis maintenant quelques années. Je me souviens très bien quand est-ce que j'ai reçu le Mojo parce que c'était le 24 décembre exactement 2019. C'était mon cadeau de Noël et j'attendais ça depuis très longtemps. Je vais vous faire un tout petit historique du Mojo. En fait, j'en entendais parler depuis quelques années, avant 2019. J'ai dû en entendre parler la première fois, je pense, en 2016. Et c'est une machine que j'attendais avec impatience parce que, comme je vais l'expliquer ce soir, c'est pour moi la seule machine qui est capable de me donner la physiologie de mon patient quand on va reconstruire les patients. Et donc en fait c'était vraiment un chaînon manquant de ma pratique et quand je l'ai reçu, voilà, j'étais comme un gamin le jour de Noël et j'ai toujours autant de plaisir à l'utiliser parce que ça apporte énormément de choses pour mes patients et pour la qualité de mes traitements. Et deux, c'est extrêmement facile d'utilisation et c'est pas toujours le cas de quelques machines. Voilà. On va passer une heure ensemble, peut-être un peu plus d'une heure, on va voir. Et je vais vous présenter un cas clinique, j'ai appelé ça esthétique et fonction, le digital. En fait, les réhabilitations globales, je fais ça depuis une quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années. Et donc j'ai fait les réhabilitations globales en technique, ce qu'on appelle conventionnelle, mais qui pour moi ne veut pas dire grand chose. C'est-à-dire que je faisais sang digital, empreinte silicone, montage sur articulateur, montage croisé, essayer avec les techniques de drapeau de récupérer les courbes de Spey, les courbes de Wilson. Et puis le digital est arrivé, en fait ça a tout simplifié, c'est ce que je vais vous partager ce soir, aujourd'hui, comment on traite ces patients qui nécessitent de grandes reconstructions. Donc j'ai sélectionné une patiente. Ici, on a une jeune patiente qui a une petite trentaine d'années, qui est une patiente qui est docteur en biologie, je crois. Pendant qu'on faisait le traitement, elle était en train de finaliser sa thèse et elle a passé sa thèse juste après avoir bénéficié du traitement. Et elle se présente au cabinet, elle n'aime pas trop son sourire. Donc il y a une demande esthétique. Et donc ça c'est la demande esthétique, voilà ce que voit la patiente et ce sur quoi elle focus, ses dents sont petites et son sourire n'est pas très joli. Mais quand on regarde un peu en intrabuccal, en fait on voit qu'il y a beaucoup d'usure. Et donc on va être amené non pas à traiter que l'esthétique, mais à traiter l'esthétique et la fonction. Donc quand on a des patients comme ça, la première chose à faire, c'est de prendre du temps et de construire un plan de traitement parce que ce n'est pas forcément évident au départ de savoir par où on commence et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux patients. Donc ça c'est une des slides qui est vraiment très importante et tous nos patients en fait au cabinet, on va les traiter, les manager de cette manière lorsqu'on va réaliser le plan de traitement. C'est-à-dire que la première étape, on va avoir l'entretien avec le patient pour savoir exactement ce qu'il souhaite comme traitement, ce qu'il veut faire pour sa bouche. Et puis ensuite, on va planifier l'esthétique, c'est l'étape numéro 2. Ensuite, on va regarder la fonction, analyser la fonction. Ensuite, regarder les supports. Et enfin, regarder la biologie. Donc on fait vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand un patient arrive au cabinet, on ne va pas
tout de suite regarder en bouche pour savoir est-ce que l'hygiène est correcte, est-ce qu'il y a des problèmes paro, donc la biologie. Non, non. Ce qu'on fait en premier, c'est prendre son temps et discuter avec le patient, comprendre le patient, essayer de faire le plus d'écoute active possible. Et qu'est-ce qu'on veut savoir quand on fait cet entretien avec le patient? Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi il est venu nous voir, pourquoi il nous a choisi nous et pas quelqu'un d'autre. C'est quoi les objectifs de traitement, c'est quoi les compromis sur lesquels quel compromis il peut faire et quel compromis est inacceptable pour lui, quelles sont les limites, quels sont les freins. Voilà. Et avec tout ça, en fait, on va construire un plan de traitement qui correspond au patient. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on fait tout ce que veut le patient, mais on prend en considération le patient et on essaye de faire en sorte que notre plan de traitement réponde aux considérations du patient. Et si jamais on ne pouvait pas, il y a de la discussion et de l'éducation du patient à faire pour lui faire accepter le plan de traitement correct pour lui. Une fois qu'on a fait cette étape 1 d'entretien avec le patient, l'étape 2, c'est la planification esthétique. Donc là, on est toujours dans le plan de traitement et on va planifier l'esthétique. Pour l'instant, je n'ai aucune idée pour cette patiente, j'ai aucune idée est-ce que je vais augmenter la dimension verticale, de combien je vais augmenter la dimension verticale, est-ce que je vais traiter le maxillaire ou la mandibule. Alors forcément, j'ai une vague idée parce qu'on a l'habitude, mais je ne sais pas précisément. Je fais l'étape numéro 2. Étape numéro 2, c'est la planification esthétique. La planification esthétique va nécessiter de prendre des photos, va nécessiter de prendre des modèles d'études, des empreintes. Et dans la planification esthétique, le point important, c'est de savoir où est-ce qu'on va positionner les bords libres des futures restaurations. Parce qu'on voit ici que si on ne prend pas de photos de visage, juste les photos intrabuccales de la patiente, en fait, en possibilité de traitement, on a la solution A qui va être la solution rouge, où on va allonger les incisives maxillaires par les bords libres sans toucher au parodonte, et puis la solution B qui est la solution verte où on va à ce moment-là allonger les incisives centrales, mais cette fois-ci en touchant au parodonte. Et c'est deux options qui sont différentes, et puis on a l'option intermédiaire où on peut faire un peu de A et un peu de B. Et ces options en fait vont entraîner des situations et des traitements qui vont être différents. Donc si on fait une situation A, on ne touche pas au parodonte, on allonge les bords libres, on va changer le guide antérieur, donc il va falloir faire attention à la mastication, à l'incision, à la phonétique, que la nouvelle longueur de dent ne gêne pas la patiente dans sa vie de tous les jours. Et si on est dans la situation B, il va falloir faire attention, est-ce que c'est une simple gingivoplastie qu'on va faire ou est-ce qu'il va falloir retoucher de l'os? Mais dans la situation B, on ne va pas changer le guide antérieur et donc on a beaucoup moins de risques pour la phonétique par exemple. Donc comment on fait ça? Pour faire ça, pour pouvoir prendre une décision, en fait on va faire une analyse d'ISD. d'ISD c'est le Digital Smile Design, c'est ce qu'on utilise au cabinet, c'est ce qui a été développé par Christian Kochman. Et pour faire le DSD en fait, on a un protocole photo qui est finalement assez simple, qui ne nécessite pas beaucoup de photographies. Donc on a 4 photographies et une vidéo. Donc on a la photographie que vous avez en haut à gauche. Et donc cette photographie-là, c'est ce qu'on appelle la vue à midi. La vue à midi, on doit voir les yeux de la patiente comme on le voit là, et puis on crée une angulation telle à ce que la pointe du nez de la patiente se positionne au niveau de la lèvre supérieure et on va prendre la photo quand la patiente sourit. En fait, ce qu'on veut voir dans cette photo-là, c'est où se situent les bords libres des incisives et les pointes canines et normalement, elles devraient se situer au niveau de la jonction entre la lèvre humide et la lèvre sèche. Donc ça nous permet de décider si on peut faire de l'addition ou pas. Ensuite, on a une deuxième photo, la photo qui est dessous. C'est la photo occlusale, mais c'est la photo occlusale sans miroir, c'est une vue directe. Donc on va, vous voyez sur la photo, en fait on a une croix noire
qui va permettre de repousser la lèvre et on va mettre l'appareil photo quasiment sur le ventre de la patiente qui va être en hyperextension. Et on va prendre la photo vue du palais direct, ce qui va nous permettre de prendre des mesures. Elle sert surtout, cette photographie-là, là on va moins s'en servir pour ce cas-là, mais elle sert surtout quand on doit faire de l'orthodontie et bouger les dents, ça nous permet de prendre des mesures avec la vue occlusale. Et puis ensuite, il y a deux photos qui doivent parfaitement se superposer, c'est les photos qui sont au centre. C'est la photo avec écarteur et la photo sourire sans écarteur. Donc ce qui est très important là, c'est que la patiente ne bouge pas lorsque les photos sont prises, que ces deux photos soient superposables, ce qui nécessite que quand vous prenez la photo, vous ayez l'appareil photo sur un trépied et que la tête de la patiente soit calée sur le mur pour éviter que la patiente bouge lorsqu'elle va enlever les écarteurs. Et sur cette photo, il faut que les dents maxillaires et les dents mandibulaires ne se touchent pas. Donc en fait, on met une cale au niveau des 7 qui va laisser la bouche entrouverte de la patiente. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui va nous servir à matcher l'empreinte avec la photo pour pouvoir designer le nouveau sourire. Et enfin, on fait une vidéo. La vidéo ne dure pas très longtemps, hein. C'est une vidéo qui dure 1 minute. Et ce qu'on veut dans la vidéo, c'est avoir un sourire naturel de la patiente. Parce qu'à la photo, c'est jamais un sourire vraiment naturel à la photo. Les patients sont toujours un peu crispés. Alors qu'à la vidéo, comme on voit là, à ce moment-là, on voit que la patiente sourit naturellement et on va se servir d'un arrêt sur image de la vidéo pour positionner la lèvre inférieure et pour voir si on doit allonger ou pas les incisives maxillaires par le bord libre. Une fois qu'on a fait ces photos, l'étape suivante, ça va être de matcher l'empreinte, le STL de l'empreinte. Donc soit c'est une empreinte digitale numérique, soit c'est un modèle en plâtre qui a été scanné. Et on va intégrer en fait ce modèle STL dans la photo sourire de la patiente. Et on va venir mettre en place ce qu'on appelle des râteaux. Les râteaux, c'est les lignes vertes que vous avez verticales. En fait, c'est le nombre d'or qui va permettre de redimensionner les incisives et les canines. On va aussi tracer la courbe verte qui est la plus basse, c'est la position de la lèvre inférieure. Et puis, on va positionner les lignes bleues qui sont les positions de la lèvre supérieure pour la ligne bleue supérieure et la ligne bleue qui est au centre, au milieu, c'est la position des papilles. Donc tout ça, ça nous donne un cadre qui va nous permettre ensuite de positionner les futures restaurations. Encore une fois, je ne m'occupe pas du tout pour l'instant de la partie fonctionnelle, je suis juste dans la partie esthétique. Donc là, on a allongé les dents par les bords libres et on voit à ce moment-là que c'est un peu mieux, mais que ce n'est pas parfait. Ici, on a l'allongement des dents et que ça va sûrement nécessiter d'aller retoucher la gencive. Ça, c'est dans une vue. On a pris d'autres photos et ici, on va faire exactement la même chose. Et on a la vue à midi, donc on prend la photo à midi, on intègre le fichier STL dans la photo et on voit de combien on peut épaissir les dents maxillaires pour que les bords libres affleurent la limite entre la lèvre humide et la lèvre sèche. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'allongement des dents juste par les bords libres n'est pas suffisant et donc en fait on a continué le travail en redesignant les dents aussi par la partie rose, en fait aussi par le parodonte pour avoir un sourire plus harmonieux. Et ça, c'est la proposition thérapeutique uniquement esthétique qu'on pourrait faire à la patiente. Voilà ce que ça donne. Et tout ça, en fait, on va pouvoir mesurer tout ça et on va voir que dans le traitement, en fait, ça va nous guider dans la chirurgie parodontale qu'on va devoir faire et dans la réalisation des mock-ups et dans les préparations. Et on va faire ça aussi bien en vue frontale qu'en vue sagittale. Donc voilà ce qu'on obtient. Ici, c'est la vue occlusale avec toujours l'idée de travailler par addition pour toucher
et mutiler le moins possible les dents. Et on peut pousser cette étude-là à faire une simulation esthétique. Ça, c'est la simulation esthétique uniquement informatique que l'on peut montrer à la patiente. Je ne suis pas forcément un fan de ces simulations-là parce que le risque, c'est que le patient s'attende à avoir exactement ça et on n'est jamais sûr à 100% de pouvoir donner ça. Je préfère essayer le mock-up directement en bouche comme on le verra. Donc ça, c'est pour la partie esthétique. Maintenant, pour cette patiente, on sait où on va au niveau esthétique, on connaît la forme des dents, on connaît la longueur des dents. Et ce qui serait bien, c'est qu'avant de faire du fonctionnel, voir si cette analyse esthétique convient à la patiente. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce wax-up numérique qui a été fait, on va en imprimer ou en usiner des coquilles en PMMA, c'est ce que vous avez là. Donc on a 3 morceaux de 4 dents, ce qui va nous permettre de positionner les dents en bouche. Et on vient mettre ces dents, alors je mets un peu de ciment provisoire, type Tembon Clear ou Telio, que je photopolymérise. C'est juste maintenu, l'idée c'est pas qu'on essaye la fonction, l'idée c'est juste de voir au niveau du sourire, est-ce que ça convient ou pas, est-ce que les dents sont trop longues ou pas trop longues et est-ce que la patiente est ok avec notre analyse esthétique. Donc on voit déjà, on voit par transparence le rose qu'il va falloir retoucher. On ne voit pas trop l'allongement des dents là, c'est assez opaque. Et on va prendre le sourire de la patiente. Donc ça nous donne une idée. Et surtout, ce qui est important, c'est de prendre une photo du sourire et encore mieux une photo une vidéo de la patiente avec le mock-up qui a été positionné de cette manière. Alors, il ne faut pas trop faire attention à la position de la lèvre supérieure de la patiente. Parce que c'est vraiment par addition, c'est collé, ça a tendance à gêner. Imaginez vous avez quelque chose en plus sur les dents, ça a tendance à gêner un peu. En tout cas, ce qui est important, c'est surtout de voir la position de la lèvre inférieure. Est-ce que ça fait des dents trop longues? Et elle, comment elle trouve ça? Une fois que cette validation esthétique est faite, maintenant il va falloir s'intéresser à la fonction. Et il va falloir faire l'analyse fonctionnelle. Je suis toujours dans le plan de traitement. Vous avez vu que je n'ai pas commencé à traiter la patiente. On est juste dans comme si j'étais un architecte et je suis en train de faire mes maquettes avant de lancer la construction. Donc l'analyse fonctionnelle. Qu'est-ce qui se passe en analyse fonctionnelle? La question qu'on se pose quand on a une patiente ou des patients comme ça qui ont usé leurs dents, que ce soit pour des raisons chimiques ou mécaniques, finalement, peu importe, bien sûr il faut traiter la cause, mais pour trouver la nouvelle position mandibulaire, finalement peu importe. Parce que je ne peux pas juste, comme on voit ici, prendre un articulateur, monter en OIM les modèles de la patiente et augmenter la tige incisive. Si je fais ça, en fait, je ne suis pas dans la physiologie du patient. Je fais quelque chose qui est complètement faux. Parce qu'en fait, cette patiente, comme tous les patients qui ont usé leurs dents, finalement, est-ce qu'elle n'aurait pas usé plus à droite qu'à gauche? Est-ce qu'elle n'aurait pas usé plus en postérieur qu'en antérieur? Est-ce qu'il y a eu des égressions compensatrices qui sont faites? Est-ce que la mandibule n'aurait pas glissé en antérieur ou glissé sur la droite ou sur la gauche? Il y a tout un tas de questions et en fait, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas déprogrammé la patiente et enregistré une nouvelle position mandibulaire. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas monter en OIM sur articulateur et augmenter la tige incisive. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, si on fait comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand vous allez essayer les mock-ups, si vous faites des mock-ups ou si vous faites des gouttières comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le premier contact que vous allez trouver, ça va être un contact sur l'ascette. Et en fait, il va y avoir une surocclusion sur l'ascette, vous allez meuler, puis surocclusion sur la 6 et ainsi de suite, jusqu'à faire l'équilibration complète de la gouttière. Comment il faut imaginer la fonction et l'occlusion? En fait, il va y avoir deux choses. La première chose, c'est la position mandibulaire qui est différente des contacts dentodontaires. C'est deux choses qui sont différentes. Je vous donne un exemple. Vous pouvez très bien avoir un jeune qui sort de traitement orthodontique, qui a des contacts magnifiques sur les dents, qui a une très belle fonction canine, de très belles fonctions canines, une très belle proflusion. Et finalement, ce jeune-là va se plaindre de douleurs au niveau des articulations ou de craquements ou de douleurs musculaires.
Pourquoi? Parce qu'en fait, la position mandibulaire n'est pas correcte. Les contacts dentodentaires sont corrects, mais la mandibule n'est pas à la bonne place. Donc c'est vraiment deux choses qu'il faut dissocier. Un, il va falloir trouver la position mandibulaire correcte qui est indépendante des contacts dentodentaires. Et une fois qu'on a trouvé la position mandibulaire, il va falloir recréer des contacts dentodentaires et des trajectoires sur les dents. Donc la position mandibulaire, on va pouvoir bouger la mandibule en fait dans tous les sens de l'espace. La mandibule, il faut la considérer un peu comme un avion. Et un avion, vous lui faites faire ce que vous voulez à partir du moment où les muscles sont relâchés. Ça veut dire qu'on va avoir une modification de la position sagittale, verticale et transversale de la mandibule. Alors ça ne veut pas dire forcément de plusieurs millimètres, mais ça peut changer. Et puis après, il y a tous les phénomènes de tangage. Les phénomènes de tangage, c'est par exemple lorsque vous déprogrammez un patient et que le patient a les muscles relâchés, ben peut-être qu'il va y avoir une création d'espace plus importante sur les secteurs 1-4 que sur le secteur 2-3, comme si la mandibule en fait avait pivoté. Donc on va voir tout à l'heure comment on fait pour enregistrer cette position mandibulaire. Et une fois qu'on a trouvé la position mandibulaire, l'étape suivante, c'est de recréer des contacts dentodentaires. Et les contacts dentodentaires, on va les équilibrer en 3 étapes. La première étape, ça va être en statique. Le patient va venir ouvrir, fermer sur ses dents. Sur les mock-ups, comme on voit là c'est des mock-ups qui sont en bouche sur la photo statique. Et on va créer des contacts cuspides-fosses. Et puis ensuite, une fois qu'on a réglé ces contacts cuspides-fosses, on va venir régler les trajectoires de mastication, ce que Marcel Le Gall et Jean-François Lauré ont appelé les entrées de cycle et les sorties de cycle. Et au final, on va gérer les latéralités et la propulsion. Alors, avant, je faisais tout ça un peu de manière empirique, en tout cas empirique au laboratoire, mais avec beaucoup de travail clinique en bouche, parce que j'utilisais beaucoup les composites pour venir recréer tous ces contacts. Quand le Mojo est arrivé, en fait, ça m'a vraiment simplifié la vie, parce qu'on va réussir à digitaliser complètement le patient et finalement, lorsque le laboratoire va travailler sur les wax-up, il ne va pas travailler sur un articulateur, mais il va travailler directement sur le patient grâce au Mojo. Donc quels sont les enregistrements que l'on va faire quand on va faire l'analyse fonctionnelle? En fait, moi je vais faire 4 types d'enregistrements. Donc vous avez le premier enregistrement qui est ouverture-fermeture. Donc ça c'est comment la patiente fonctionne avec ses dents usées, ouverture-fermeture, et je vais regarder comment ça fonctionne. Ensuite, il y a une vidéo, le deuxième enregistrement, ça va être la phonétique. Donc je vais demander au patient de parler, il va dire 60, 61, 62 jusqu'à 70, saucisson, Mississippi. Tout ça, en fait, ça va permettre de voir l'enveloppe fonctionnelle du patient au niveau de la phonation et de voir de combien je vais pouvoir allonger les dents. Un autre enregistrement, en fait, j'appelle ça l'enregistrement grincement. Le patient va venir grincer sur ses dents. Je vais voir les fonctions canines ou fonctions de groupe, la propulsion. Et le dernier enregistrement, ça va être la mastication. Je vais enregistrer les cycles de mastication du patient à droite et à gauche. Tous ces enregistrements que je fais là, au moment où je le fais, je ne sais pas encore si ce sont des enregistrements si c'est pathologique ou pas pathologique pour le patient. Parce qu'on pourrait très bien dire, oui, mais tu enregistres par exemple la mastication, mais ça se trouve la mastication pour cette patiente est complètement anarchique ou pathogène, et donc on ne va pas pouvoir se servir de ces cycles de mastication pour reconstruire le wax-up et la patiente. Et je suis complètement d'accord avec vous, sauf que c'est une base de départ. Donc j'ai fait ces enregistrements et l'étape suivante, ça va être donc d'augmenter la dimension verticale. Donc je vais augmenter la dimension verticale de la patiente avec le Mojo, le TENS et le COIS. Je vais détailler tout ça pour trouver la nouvelle position mandibulaire. Donc, qu'est-ce que le COIS? Le COIS, en fait, ça va être
cet artifice prothétique qui est en fait une plaque palatine qui est imprimée ou usinée, comme vous voulez, où on peut la faire aussi en résine ortho pour ceux qui ne sont pas en digital, avec un méplat qui est juste en arrière des incisives maxillaires. Et en fait, voilà comment ça se présente. Le patient va le porter en bouche et la patiente va venir serrer avec sa mandibule, ses incisives mandibulaires sur le coïs. Et ça va nous servir de stabilisateur en fait pour enregistrer la nouvelle position mandibulaire. Parce que pour enregistrer la position mandibulaire, lorsque les dents sont plus en contact, c'est extrêmement compliqué si on n'a pas ce type d'artifice prothétique. Alors avant le coïs, j'utilisais le jig, mais en fait le problème du jig, c'est qu'il est incliné et qui suit la face palatine des incisives maxillaires et que on n'est pas à l'abri que la mandibule fasse un mouvement un peu trop postérieur et recule un peu trop. Alors que là, avec le coïs, le fait qu'il y ait ce méplat en arrière des incisives maxillaires, je suis sûr que la mandibule ne va pas reculer. Cliniquement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, donc, imaginez derrière au palais la plaque de coïs qui est en place et on voit le méplat qui est interposé là entre les deux maxillaires. La question qu'on peut se poser, c'est quelle doit être l'épaisseur de mon coïs? Donc l'épaisseur du coïs, lorsque vous n'avez pas le mojo, on verra qu'avec le mojo c'est différent, mais quand vous n'avez pas le mojo, en fait, l'épaisseur du coïs va dépendre de deux critères. Le premier critère, c'est esthétique. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir fait l'analyse esthétique au préalable. Et le deuxième critère, c'est les matériaux qu'on va utiliser. Donc, critère esthétique, on voit par exemple sur ce patient-là, donc ça c'est pas la patiente, c'est un autre patient qu'on a traité. Sur ce patient-là, on ne touchait pas au parodonte et on allongeait les dents uniquement par les bords libres. Ce qui fait que le coïs, en fait, le coïs il doit se situer où? Il doit se situer à 1 à 2 mm derrière la future position des bords libres. C'est ce qui va servir de recouvrement. Et c'est pour ça que sur cet exemple-là, en fait, le coïs a cette épaisseur-là. Ça, c'est dans l'idéal, sauf que quelquefois, il y a des compromis à faire et les compromis sont fonction des matériaux que l'on va utiliser. L'intérêt d'augmenter la dimension verticale, c'est de faire de la dentisterie minimalement invasive, de toucher le moins possible les dents, que ce soit des antérieures ou des postérieures. Donc en postérieur, en fonction des matériaux que je vais utiliser, est-ce que je vais utiliser de la zircone? Est-ce que je vais utiliser des matériaux type feldspathik M-Press? Est-ce que je vais utiliser du disilicate comme de l'IMAX? Est-ce que je vais utiliser du composite? En fonction des matériaux, j'ai besoin d'épaisseurs différentes. Et donc, je vais regarder, est-ce que l'épaisseur du coïs que j'ai imaginé en fonction de l'esthétique me permet de reconstruire le patient sans toucher quasiment les dents? Si la réponse est non, est-ce que je peux augmenter un peu l'épaisseur de mon coïs pour me libérer plus d'espace en postérieur? Et donc, il y a ce compromis qu'il faut faire pour toucher un minimum les dents, mais que esthétiquement, ce soit acceptable aussi pour le patient. Donc ça, c'est pour les épaisseurs de coïs quand on n'a pas le mojo. On va voir après avec l'utilisation du mojo. L'intérêt du coïs, c'est en fait de faire un enregistrement qui est reproductible. Donc là, on a un patient qu'on a déprogrammé et vous voyez, il vient ouvrir, serrer plusieurs fois sur le coïs et il revient toujours dans la même position. Donc quand je vais vouloir enregistrer cette nouvelle position mandibulaire et donner cette position au laboratoire, je suis sûr que c'est reproductible. Comment fait-on lorsqu'on doit augmenter la dimension verticale avec le mojo en utilisant le TENS et le coïs? Alors, juste avant de lancer la vidéo, le TENS c'est quoi? On a vu ce qu'était le coïs. Le TENS c'est quoi? Le TENS c'est les électrodes qu'on voit au niveau des ATM. Vous voyez, au niveau des ATM, là, il y a une électrode blanche avec une pince noire dessus. En fait, un TENS, c'est utilisé énormément en kiné, en médecine musculaire. En fait, un TENS, c'est un électrostimulateur qui va décontracter les muscles, déspasmer les muscles
nettoyer tous les muscles de l'acide lactique qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est l'utilisation du TENS. Et je m'en sers, moi, au niveau des muscles masticateurs pour pouvoir déprogrammer le patient et pour pouvoir relâcher les muscles pour que le patient ensuite puisse me donner une position mandibulaire la plus physiologique possible. Voilà. Et donc voilà comment on va utiliser. Le Mojo est mis en place, donc c'est le papillon qu'on a au niveau des incisives mandibulaires, et puis on a le casque qui est au niveau du crâne et sur le nez. Et ce que vous voyez dans ma main ici, c'est le COIS. Donc ici on est en train de positionner le TENS. Donc on branche les différentes électrodes. Le TENS, c'est la machine que vous voyez sur les genoux du patient. Et là je vais envoyer les petites impulsions électriques qui vont faire relaxer les muscles du patient. Et le TENS, en fait, on va le faire porter au patient pendant 1 heure. Voilà. On va avoir ce petit mouvement mandibulaire qui se produit. Et le patient va rester 1 heure comme ça, décontracté. Au bout d'1 heure, avec le COIS, je vais venir positionner la position mandibulaire. Donc là, les muscles sont relâchés, ça fait 1 heure. Et je vais venir régler le COIS. Ça, c'est l'étape numéro 2, le réglage du COIS. Ici, je mets en place le COIS et le patient va venir serrer. Et quand il serre, en fait, il est complètement déprogrammé. On a coupé la proprioception, on a relâché les muscles. Et je vais mettre le papier articulé, le patient ferme les yeux. Et je vais demander au patient de claquer plusieurs fois des dents. Et je vais faire en sorte à ce que, au moment où il claque des dents, la position soit toujours reproductible. Donc je vais sortir le COIS. Je vais regarder les contacts. Est-ce que j'ai un seul contact? Est-ce que j'ai plusieurs contacts? Donc là sur la vidéo, vous voyez, j'ai 2 contacts. Donc je vais enlever le contact qui est le plus à l'extérieur et je vais garder. Je cherche toujours à avoir un contact le plus central, le plus médian possible. Voilà. Et à nouveau, on va remettre le COIS en bouche. Le patient a la tête bien droite, relâche, papier articulé et je vais vérifier est-ce que j'ai un seul contact, est-ce que la position est reproductible. Et là, on va avoir la position, un seul contact, la position est reproductible. Je sais que cette position mandibulaire est reproductible. C'est ce qu'on va appeler la relation centrée. Et là, je vais pouvoir enregistrer cette position avec le Mojo. Donc dans le Mojo, je vais rentrer en relation centrée et le patient va venir serrer. Donc là, il a les dents en OIM. Ensuite, le patient va ouvrir la bouche et moi, je vais mettre le COIS en bouche. Et le patient va venir claquer plusieurs fois sur le COIS. Donc en fait, il va claquer sur la marque bleue du papier articulé. Ensuite, le patient ouvre. J'enlève le COIS et le patient va serrer. Et là, j'ai fait l'enregistrement de la relation centrée avec le Mojo. Et ce que je vous disais, c'est que… Et ensuite, on va venir enlever le Mojo et le TENS. Et ce que je vous disais, c'est que le COIS, l'épaisseur du COIS, quand j'ai le Mojo, en fait, je vais faire l'épaisseur de COIS la plus fine possible. Donc, il va falloir que j'ai une épaisseur de COIS la plus fine possible, mais qui ait quand même un désengrainement des dents postérieures. Il faut que ça touche uniquement sur le COIS et les incisives mandibulaires. Voilà, mais le plus fin possible. Et je vais vous expliquer pourquoi le plus fin possible. Donc là, on a la vidéo de l'enregistrement de la relation centrée avec le Mojo. Donc on va venir, je vais reprendre le début de la vidéo. Hop, le début de la vidéo. Donc ici, on a le patient et vous voyez, il claque. Et là, il va claquer sur le COIS. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, vous voyez, le modèle maxillaire là, c'est le modèle qui a été waxé. C'est le modèle esthétique. Et je vais pouvoir mesurer, c'est ce qu'on voit ici sur la caméra, sur la vidéo, je vais pouvoir mesurer l'épaisseur que j'ai entre ma planification esthétique et les dents mandibulaires. Et si jamais je n'ai pas suffisamment d'épaisseur pour faire de la dentisterie à minima et ne pas préparer les dents, je peux très bien augmenter la dimension verticale directement sur le Mojo.
Pourquoi? Parce que l'ouverture, la fermeture que donne le patient sur le COIS, c'est ce qu'on a sur le Mojo et c'est comme si on en avait le patient finalement. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de sélectionner quelle est la meilleure position sur la trajectoire d'ouverture du patient dans le Mojo une fois que le patient a été déprogrammé avec le TENS et enregistré avec le COIS. Donc ici, le patient ouvre, ferme. Ici, on est passé avec le wax-up. Avec le wax-up, on va vérifier est-ce que j'ai suffisamment d'espace. Si j'ai suffisamment d'espace, je garde cette position. Si je n'ai pas suffisamment d'espace, je peux ouvrir sur le Mojo ou fermer sur le Mojo la dimension verticale. Et cette fois-ci, ce n'est pas comme sur articulateur parce que là, c'est vraiment comme si j'avais le patient. Une fois que j'ai déterminé sur le Mojo la bonne position mandibulaire, je vais pouvoir exporter tous les enregistrements que j'ai faits initiaux. Vous vous souvenez des enregistrements de mastication, de grincement, de phonétique, d'ouverture et de fermeture. Tous ces enregistrements, je peux les transférer à la nouvelle dimension verticale. Donc ici, je suis en train de sélectionner la bonne hauteur et maintenant, je transfère tout. Vous voyez, ça, c'est les cycles de mastication qui sont les cycles de mastication initiaux et on voit, c'est comme si le patient la mâchait dans le vide. Mais en fait, c'est les cycles de mastication initiaux et à partir de là, en fait, le laboratoire, ici, va pouvoir construire les wax-up en fonction de ces cycles de mastication. Donc, en résumé, comment ça se passe? En 1, je vais régler l'épaisseur du COIS la plus fine possible sans contact postérieur quand je vais enregistrer avec le Mojo. En 2, je vais enregistrer avec le Mojo l'ouverture, la fermeture sur le COIS après 1 heure de TENS. Donc le patient porte le TENS pendant 1 heure et je vais enregistrer comme je vous ai montré sur la vidéo. Une fois que j'ai fait cet enregistrement, je vais pouvoir ajouter le STL du mock-up esthétique au Mojo et je vais pouvoir évaluer la dimension verticale. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ai suffisamment d'espace pour faire la reconstruction avec les matériaux que j'ai choisis? Oui, je garde cette position. Non, je peux augmenter directement sur le Mojo la dimension verticale. Et ensuite, une fois que j'ai la bonne dimension verticale, je vais pouvoir transférer les mouvements initiaux de mastication, de phonétique et grincement à la nouvelle DV pour créer le wax-up complet. Attention quand on fait l'enregistrement de la position mandibulaire, faites attention à la posture parce que si le patient est allongé ou si le patient est assis, la position mandibulaire ne sera pas la même. Attention à la position de la tête. Il suffit de faire un simple exercice. Vous mettez la tête droite, vous serrez, vous regardez comment est votre OIM, vous penchez la tête vers l'avant, vous serrez, vous regardez comment est votre OIM, vous penchez la tête vers l'arrière, vous serrez et vous voyez que vous avez des OIM et des positions mandibulaires qui sont différentes. Donc attention de demander au patient d'avoir la tête bien droite. Ensuite, vous avez la position de la langue, c'est pareil. Si on fait un autre exercice, vous mettez la pointe de la langue sur les faces palatines des prémolaires à droite ou à gauche et vous serrez, vous allez voir que votre OIM est complètement différente que si vous mettez la pointe de la langue à l'opposé. Donc attention, la pointe de la langue doit se mettre juste en arrière des incisives maxillaires. Et enfin, les yeux. Faites attention à ce que le patient ait les yeux fermés. Pourquoi? C'est juste une histoire. Alors, c'est des exocapteurs, donc ça influence la position mandibulaire. Mais surtout, au moment où on va travailler, le patient veut toujours nous aider. Donc, en fait, nous regarde, lève la tête comme ça. Et en fait, sa position mandibulaire n'est plus correcte parce que la position de la tête n'est plus correcte. Donc, le patient garde les yeux serrés. Bon, on a vu un peu de théorie d'enregistrement et d'utilisation et de l'intérêt d'utilisation du Mojo. Revenons à la patiente. On a planifié l'esthétique. L'esthétique est correcte et validée par la patiente. On détermine, comme on l'a vu, on vient de le voir, la position mandibulaire. Et une fois qu'on a déterminé la position mandibulaire, on va pouvoir créer le wax-up mandibulaire. Et ici, on a le wax-up mandibulaire qui est fini et qui va venir s'emboîter parfaitement avec le wax-up maxillaire qui était au départ le wax-up uniquement esthétique. Et donc, on va pouvoir tout mesurer et on a fait en sorte de devoir préparer les dents vraiment à minima et de faire que de la jonction. On a la partie vestibulaire des dents maxillaires qui a été déterminée par le DSD et la partie épalatine
et la partie occlusale des dents qui a été déterminée par la fonction et l'enregistrement avec le Mojo. Et le wax-up est fait de manière dynamique avec le Mojo où on a vraiment les cycles de mastication du patient, ce qui fait que moi, lorsque je vais mettre en bouche le mock-up, j'aurai un minimum de retouches. Donc ça, c'est vraiment une grande différence entre le digital et le conventionnel. Avant, en conventionnel, quand on travaillait uniquement sur des articulateurs qui étaient des articulateurs physiques, aucun articulateur n'était capable de me donner les cycles de mastication. Alors, je vous parle beaucoup de mastication. Il y a un ouvrage que vous devez, je pense, avoir dans votre bibliothèque. C'est le livre de Marcel Le Gall et Jean-François Loret, qui est Occlusion et fonction, et qui vous explique tous les entrées de cycle et les sorties de cycle, et l'intérêt d'avoir des entrées de cycle équilibrées et des sorties de cycle équilibrées pour la physiologie du patient et pour son pouvoir de mastication et son confort, et 2, pour préserver vos restaurations et éviter toutes les fractures, parce qu'il y a beaucoup de fractures qui sont dues à des cycles de mastication qui ne sont pas équilibrés. Donc voilà, ici on a le wax-up complet qui a été créé au laboratoire avec l'ouverture, fermeture, la phonation du patient. Donc on s'assure que les dents ne sont pas trop longues et que quand le patient ou la patiente va dire 66 ou saucisson, les dents mandibulaires ne vont pas rentrer en contact avec les dents maxillaires. Et puis tous les cycles de mastication pour s'assurer que quand le patient va mâcher, que ses dents postérieures soient efficaces. On a fait tout ça et on n'a pas commencé le traitement à proprement parler du patient. Donc maintenant, une fois qu'on a... Là, on a fait l'architecte, on a tous les plans, on a toutes les maquettes. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la construction, on va pouvoir faire les fondations. Donc comment on va faire? Par où on commence? On doit commencer par la biologie. Quand on a fait le plan de traitement, on a commencé par le patient et on a fini par la biologie. Là, en 1, on doit commencer par la biologie, et puis ensuite on va regarder les supports. Les supports, c'est toutes les dents. Est-ce que les dents sont suffisamment solides? Est-ce qu'il y a des endos à reprendre? Est-ce qu'il y a des dents à extraire? Est-ce qu'il y a des implants à poser? On va regarder tout ça et ensuite on va faire nos tests pour la fonction et pour l'esthétique, pour que le patient ensuite soit content du résultat. La biologie, on a vu dans la planification esthétique qu'il va falloir retoucher la gencive et il va falloir retoucher l'os. Alors comment on sait qu'il va falloir retoucher l'os? C'est parce qu'on a fait l'analyse en matchant en fait le CBCT qu'on avait fait avec le STL, avec la planification esthétique. Donc tout ça, ça a été matché ensemble et on va pouvoir, voilà la planification esthétique finale. Et on va pouvoir se déplacer comme ça sur le CBCT et voir où est-ce qu'on doit positionner les futurs collets des restaurations et on va pouvoir tout mesurer. Et donc dent par dent, on va pouvoir mesurer de combien je dois retoucher la gencive, de combien je dois retoucher l'os pour avoir le résultat le plus esthétique possible. Donc à partir de cette analyse-là, on va en tirer un guide qui est un guide chirurgical qui va me permettre de retoucher et la gencive et l'os. Donc ce guide chirurgical ne va pas être fait sur le wax-up esthétique, mais sur le modèle initial. Voilà, ici c'est fait sur le modèle initial pour que je puisse ensuite mettre en bouche mon guide et je vais pouvoir comme ça redécouper la gencive et redécouper l'os. Donc ici on va faire l'anesthésie. Ensuite on peut utiliser soit le laser, soit une lame de bistouri comme vous voulez. Donc on a redécoupé un côté de la gencive, on voit la différence que ça va donner. Une fois que j'ai redécoupé la gencive, pour faire la plastie osseuse, en fait, aujourd'hui, je lève quasiment plus de lambeaux. En fait, j'utilise cet insert qui est un insert diamanté qui est fait pour retoucher l'os, qui est vendu par CV Dentus. Et c'est un insert qui fait 3 mm. Donc l'insert que vous voyez, là, la partie diamantée fait 3 mm.
Donc, en fonction de combien je dois retoucher l'os, je vais rentrer l'insert sous la gencive, là où j'ai découpé, et je vais venir comme ça repositionner l'os. Ça donne une chirurgie très très light pour le patient. Normalement, il n'y a pas de point de suture, on arrive à ne pas faire de point de suture, et ça, c'est la cicatrisation à 7 jours. Donc, on voit à 7 jours déjà que la cicatrisation se présente très bien. Il y a déjà une différence dans l'esthétique de la patiente. On va attendre encore pendant 2 mois la cicatrisation complète de la gencive parce que j'ai retouché l'os. J'aurais retouché que la gencive, je serais intervenu après 1 mois, mais là on va laisser 2 mois. Et 2 mois après, en fait, on va maintenant s'occuper de la fonction et de l'esthétique. Donc fonction esthétique, la 3 et 4, on va s'en occuper en même temps. Pourquoi on va s'en occuper en même temps? Parce que on a déjà tout planifié avec nos wax-up. On a déjà le wax-up esthétique qui est en gris et le wax-up fonctionnel avec les cycles de mastication, les latéralités, les propulsions et la phonétique. Tout ça, ça a été réglé déjà au laboratoire de prothèse. Donc on va imprimer ces modèles. Une fois ces modèles imprimés, on va réaliser une clé en silicone dessus qui va nous servir, une fois qu'on aura injecté de la résine du type Provitem de chez Bisico que j'utilise beaucoup, pour faire les mock-up complets. Donc ici, on a très très peu d'excès à enlever parce que les clés en silicone sont très précises. Et on va avoir, voilà, alors c'est un mock-up qui est très très fin, donc on voit les dents, les colorations par transparence. Et on va pouvoir planifier à 100% l'esthétique, même si en fait on a copié la planification esthétique qu'on avait faite initiale. Et surtout, on va pouvoir valider la fonction en recréant des contacts cuspide-fosse et en allant équilibrer la mastication. Mais à ce stade-là, depuis que j'ai le Mojo, en fait, ces étapes d'équilibration de la mastication, j'ai quasiment plus rien à faire parce que tout a été réglé au laboratoire. Auparavant, qu'est-ce qui se passait? Auparavant, je passais beaucoup de temps avec mon composite Flow à recréer les cycles de mastication. Donc ici, papier articulé 200 microns et je vais demander au patient de mâcher le papier. Et on voit les entrées de cycle et les sorties de cycle. Donc vous voyez, le patient mâche le papier et ça doit glisser sur les prémolaires et les molaires. Donc il doit y avoir une entrée de cycle qui se fait sur le pont d'émail des 6 et des 7. Et quand ce n'était pas le cas, puisque quand on était sur articulateur, on ne pouvait pas faire ça au laboratoire de prothèse, je passais mon temps à prendre le composite Flow et à rajouter, comme je vous montre là, on rajoutait sur les ponts d'émail des molaires et on venait photopolymériser et de proche en proche, comme ça, on recréait tous les cycles de mastication. Donc ça prenait beaucoup de temps et depuis le Mojo, en fait, à moi, ça me prend beaucoup moins de temps. Mais ça va prendre plus de temps au laboratoire qui va devoir régler, lui, virtuellement sur l'ordinateur tous les cycles de mastication. Donc à nouveau, cycle de mastication, entrée de cycle, pour s'assurer que les molaires sont des dents efficaces. Donc là, vous voyez, on a les trajets sur les ponts d'émail et sur les prémolaires et la canine. Donc là, c'est correct. La patiente porte les mock-up pendant 1 mois. On s'assure que esthétiquement c'est correct et au bout d'1 mois, qu'est-ce qu'on va faire au bout d'1 mois? On va venir préparer les dents. Donc là, soit vous êtes full digital et vous allez faire les préparations et les empreintes numériques, soit vous êtes toujours conventionnel et je vais vous expliquer les 2 techniques, comment on fait parce que je mixe encore les 2 techniques. Si vous êtes en empreinte conventionnelle, vous allez commencer à préparer. Alors là, le projet prothétique est déjà dans la bouche de la patiente. Donc en fait, vous préparez à la vitesse que vous voulez. Si vous voulez préparer les postérieurs, coller les postérieurs et ensuite faire les antérieurs, vous pouvez. Si vous voulez faire le maxillaire, coller le maxillaire puis la mandibule, vous pouvez. Si vous voulez tout préparer d'un coup, vous pouvez tout préparer d'un coup. Là, en fait, vous allez intégrer vos futures restaurations céramiques dans le projet prothétique. Donc vous faites absolument comme vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Quand vous faites les préparations, bien évidemment, vous préparez à travers les mock-up pour éviter de trop mutiler les dents et vous allez faire
des gorges de pénétration contrôlée et sur les faces vestibulaires, mais aussi sur les faces occlusales comme on le voit. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de travailler par secteur au moment des préparations. Et donc ici, on a préparé secteur 1 et 4, mais on a gardé les dents 17 et 47. Si vous regardez bien la photo tout au fond, derrière le Luxabyte en bleu là, vous avez le mock-up encore 17-47 pour que la patiente, quand je lui demande de se mettre en OIM, ait bien décalage en OIM et d'un côté sur le secteur 2 et 3, mais aussi sur la 17 et la 47. Et donc je vais mettre le Luxabyte. Ensuite, je peux préparer l'autre côté, je vais préparer l'autre côté et pareil, je vais garder les 7, je vais garder 27 et 37 et une fois que j'ai fini mes préparations, je vais venir enregistrer au Luxabyte de l'autre côté. Donc elle est bloquée sur 17, 27, elle est bloquée sur 17, 47 et le Luxabyte premier, le numéro 1, et bloquée aussi sur 27, 37 et je vais injecter le Luxabyte. Et c'est comme ça que je vais transférer de manière conventionnelle la position mandibulaire, la relation intermaxillaire au laboratoire de prothèse. Bien sûr, on a les clés de préparation pour s'assurer qu'on enlève suffisamment de tissu dentaire pour que le prothésiste puisse correctement travailler. Et on va prendre les empreintes conventionnelles, donc empreintes silicone, si vous n'êtes pas en numérique. Et une fois que les empreintes sont prises, vous allez faire les provisoires et vous allez équilibrer les provisoires. Contact cuspide-fosse, vérifier la mastication. Mais normalement, là, c'est des équilibrations qui sont très très rapides puisque de toute façon, vous avez utilisé la clé en silicone qui vous a servi à faire les mock-ups. Si vous êtes en empreinte numérique, comment vous allez faire? La première étape est de faire l'empreinte numérique des mock-ups qui ont été portés pendant un mois. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est l'empreinte numérique des mock-ups. Ensuite, vous allez faire les préparations de la même manière. Donc, vous allez préparer les dents à travers les mock-ups pour enlever le minimum de tissu dentaire, faire les gorges de pénétration, faire toutes les préparations. Et une fois que toutes les préparations sont faites, vous allez faire l'empreinte des préparations. Et en faisant ce qu'on appelle du pré-scan, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la machine qui va superposer les deux empreintes. Et une fois que les deux empreintes sont superposées, vous envoyez ça au laboratoire. Et le laboratoire, alors que ce soit dans la technique conventionnelle ou dans la technique numérique, le laboratoire ensuite va superposer tout ça avec l'empreinte, enfin avec le modèle des mock-ups. Et son travail, ça va être de copier précisément le mock-up. Donc là, il faut absolument passer en digital parce que si vous avez fait tout ce travail, mais que vous faites ensuite de la stratification, le problème de la stratification, c'est que vous ne serez jamais pile poil comme le mock-up. La solution pour être le plus proche possible du mock-up, c'est de faire du digital et de faire ce qu'on appelle du full, soit full IMAX, soit full Empress, soit full zircone. Peu importe le matériau, l'idée c'est d'être en full pour éviter d'avoir à stratifier les dents. Donc en fait, ce que vous voyez en jaune ici, c'est les futures restaurations. Ce que vous voyez en vert, c'est le mock-up. Et le labo, en fait, quand il va faire la conception digitale, va faire en sorte que le jaune et le vert soient exactement identiques. Donc ça, c'est fait aussi bien sur empreinte numérique que sur empreinte conventionnelle. Vous voyez ici, on est sur une empreinte conventionnelle et le labo va copier exactement le mock-up. En plus de copier exactement le mock-up, le labo va inclure les modèles dans le mojo, donc dans les cycles de mastication, dans les grincements, dans la phonétique du patient, pour s'assurer que tout est correct et qu'il n'y ait pas une erreur et qu'on n'ait pas un problème ensuite au moment du collage. Donc ce que je vous disais, c'est que derrière, on doit usiner. Donc soit vous usinez de l'Empress, usinage de l'Empress qui va être ensuite maquillé, soit vous pouvez usiner de la cire et ensuite la cire vous allez la mettre en revêtement pour pouvoir presser de l'IMAX, soit vous allez usiner de la zircone, de la faux zircone. Encore une fois, l'idée c'est de rester en matériaux monolithiques pour pouvoir copier la forme occlusale
et pour pouvoir copier le mock-up. Ensuite, les modèles que vous allez pouvoir avoir, soit vous avez des modèles qui sont imprimés, si vous avez fait du digital, du full digital, à ce moment-là vous aurez des modèles imprimés. Et puis si vous avez fait du modèle de l'empreinte conventionnelle, vous allez avoir des modèles en plâtre et vous allez finir, le prothésiste va finir sur modèle en plâtre. Donc là pour la patiente, le matériau qui a été utilisé, c'est du matériau qui est de l'M-Press, M-Press esthétique, multi, que ce soit en antérieur ou en postérieur. Alors j'ai l'habitude de l'utiliser énormément en postérieur. Souvent on pense que c'est fragile. En fait il faut laisser suffisamment d'épaisseur. On est à 2 mm d'épaisseur en postérieur pour éviter les fractures. Et on va arriver le jour du collage. Donc le jour du collage, lorsque je vais faire l'essayage des éléments prothétiques, ce que j'aime bien faire, c'est sectionner les provisoires en 2 parties. Donc je vais enlever le secteur 1, je garde le secteur 2 et je vais venir essayer les éléments prothétiques sur le secteur 1 et je prends la photo. Et en fait, avec cette photo, en fait, ça m'assure que le labo a bien copié les provisoires, qu'il n'y ait pas une différence de longueur. Si vous enlevez tout, ce qui peut se produire, c'est qu'à un moment donné, le patient ou la patiente ait un doute. Ça m'est arrivé quelques fois. Où il semble au patient que les dents sont plus longues, sont plus courtes et en fait il n'y a plus vraiment de possibilité d'argumenter avec le patient. Là au moins on est sûr que c'est les mêmes longueurs, c'est les mêmes formes et que si jamais le patient il lui semble que c'est différent, on peut montrer au patient que non, ce n'est pas différent. On va poser la digue et puis on va venir réaliser le collage à l'unité. Donc là c'est une bonne séance. Ici, c'est une photo qui est très intéressante, non pas pour la qualité de la gencive, là je viens de finir le collage du haut, mais vous voyez, on a le haut qui est collé, donc ça c'est le haut définitif, avec le bas qui est provisoire. Et on voit que l'occlusion semble correcte. Et pourquoi l'occlusion semble correcte? Parce qu'en fait, comme le labo a copié exactement les provisoires, c'est pour ça que l'occlusion est correcte. Et finalement, je pourrais presque m'arrêter là. Une séance ultérieure, préparer le bas et coller le bas plus tard. Donc c'est même envisageable de faire comme ça. Et voilà, le bas ici a été collé et ici on a le contrôle à 15 jours, je pense que c'est le contrôle à 15 jours, où on a la réalisation d'M-Press. Donc ça c'est de l'M-Press, c'est de la feldspathie qui est uniquement maquillée. Ça, c'est le travail du laboratoire Global Esthétique où il y a Léo et Thomas de Global Esthétique qui font toute la partie digitale. Donc, c'est eux qui modélisent les wax-up digitaux, esthétiques, le mojo. Et puis après, on a Jérôme Bellamy, Philippe Lobel et Alex qui, eux, vont s'occuper de tout ce qui est maquillage et finition, état de surface, embrasure pour que ce soit le plus parfait possible. Voilà ici les restaurations, les vues occlusales et le plus important, le nouveau sourire de la patiente avec finalement, quand on regarde le cas clinique, peut-être beaucoup de réflexions avant sur l'analyse esthétique, sur l'analyse fonctionnelle, sur la position mandibulaire. Un peu encore une fois comme un architecte qui va, avant de lancer la construction de la maison, passer beaucoup de temps à réfléchir comment on va faire et où est-ce qu'on va. Mais à partir du moment où tout ça c'est en place, finalement les séances se déroulent assez vite et sans stress et de manière extrêmement prévisible. Voilà, pour conclure, avant de prendre les questions-réponses, parce que je pense qu'il va y avoir des questions-réponses, pour conclure, je vais vous présenter le centre de formation GAD Center dans lequel je donne des cours. Tout ce qu'on a vu là extrêmement rapidement au sujet d'un cas clinique, en fait, vous allez le retrouver dans le cours ODA Concept, c'est comment j'utilise le Mojo, c'est 3 jours où je vous explique, je vous montre comment j'utilise le Mojo, comment j'utilise le COIS, comment j'utilise le TENS et comment je détermine la nouvelle position mandibulaire. On a un autre cours qui est un peu la continuité de ce cours-là, qui est un cours live digital. En fait, pendant une semaine, vous venez au cabinet et
je traite un patient en direct pendant une semaine avec le laboratoire, un patient comme ça, et vous voyez toutes les étapes. Et puis vous avez un troisième cours que je fais avec Renaud Noiret et Marie Clément, qui est le cours DSD, Digital Smile Design, et qui est sur toute l'analyse esthétique, comment on prend les photos, comment on fait la planification esthétique, comment on utilise les râteaux, les proportions et tout ça. Voilà, vous avez tout le programme de ces cours qui sont en ligne, tout le programme est en ligne pour 2022 et 2023. Donc ça c'est GAD Center, et pour le Mojo fait toujours un événement chaque année. Donc la vidéo qu'on voit là, c'était à Bordeaux. L'an dernier, ils étaient venus à Bordeaux. Et donc ça a été un super événement. Il y avait Florine Coffard qui était là et plein d'autres conférenciers. Et cette année, c'est à Barcelone. C'est le 7 et 8 octobre 2022 à Barcelone. Donc pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, on sera à Barcelone avec l'équipe du Mojo, et c'est avec grand plaisir qu'on échangera, non pas en virtuel, mais cette fois-ci en présentiel. Voilà, merci beaucoup. Merci encore à Mojo, Zulfi, toute l'équipe de l'invitation pour le webinaire. Et puis on va passer aux questions-réponses. On a tout couvert. Il y aura aussi un replay qui sera disponible. Si vous avez des questions un peu plus poussées sur l'utilisation, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, et merci pour votre attention, pour vos questions. Et merci Cyril, merci à l'équipe de GAD, merci Céline, Valérie. C'était super de faire ça avec vous, comme toujours. Bah écoute, merci à tous les participants. Merci Zulfi, merci Mojo pour l'invitation. Et puis merci à mon back-office, Céline, Valérie pour l'organisation. Merci tout le monde. Génial. Bon, bah à très vite. À très bientôt. Au revoir, à très bientôt, au revoir. Bonne soirée, au revoir.